Bien, mes chers collègues, donc nous recevons Monsieur Thierry Bécourt, qui représente, lui, la coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience. Notre réunion d'aujourd'hui, monsieur, n'est pas ouverte au public. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Monsieur Bécourt, me confirmez-vous que vous avez donné votre accord pour que cette audition fasse l'objet d'une captation vidéo? Oui, tout à fait, oui, je confirme. Et pour que cet enregistrement soit éventuellement par la suite accessible sur le site du Sénat? Oui, et même que je le souhaite. Ça, c'est nous qui déciderons. Mais je peux exprimer mon souhait. Oui, tout à fait, oui. Je précise donc à votre attention que notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de monsieur Jacques Mézard, donc qui est notre rapporteur. Je vais maintenant, et conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, monsieur, de prêter serment. Je vous rappelle, mais c'est pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434-13-14 et 15 du Code pénal. Monsieur Bécourt, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure, oui. Monsieur Bécourt, ainsi que vous en avez été informé, notre audition est prévue en principe pour durer 45 minutes. Je vous invite donc à prononcer un court exposé introductif. Puis mon collègue Jacques Mézard et les sénateurs membres de la commission vous poseront les questions qu'ils désirent vous poser. Vous avez, monsieur, la parole en mettant le micro, s'il vous plaît. Voilà, je me rapproche. Ok, d'accord. Voilà, vous m'entendez? Parfait. Voilà. Bon, voilà, bon, je pense que comme on a peu de temps, je me lance tout de suite. Je vous remercie en tout cas, messieurs, mesdames, de recevoir notre association par mon intermédiaire. Et en fait, bon, je souhaiterais simplement vous la présenter très rapidement, ne serait-ce que pour savoir où on va, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, hein, pour ne pas nous prêter de mauvaises intentions ou de fausses intentions. Alors, le cap liberté de conscience de statut européen depuis plusieurs années est essentiellement destiné à faire appliquer les articles 9 et 10 de la Charte européenne des droits de l'homme, relatifs à la liberté de conscience dans les domaines des minorités spirituelles et thérapeutiques. À ce titre, elle est reconnue par le Haut Commissariat des droits de l'homme, la Fédération européenne des droits de l'homme, l'OSCE, où nous intervenons tous les ans, et le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, avec lequel nous sommes en relation régulière depuis plus de 10 ans. Nous relevons à ce titre de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 4735 du 18 décembre 92. Alors, je tenais à le préciser, vous montrer aussi pourquoi, parce que j'habite aussi près de Genève, que je travaille donc dans cette commission et que, entre autres, dernièrement, nous avons publié le forum sur les questions relatives aux minorités, donc au Commissariat des droits de l'homme. Donc c'est un sujet qui interpelle vraiment et le travail, merci, le travail de cette commission dépendant donc de l'ONU et interpelle, entre autres, se pose beaucoup de questions sur le fonctionnement de la chasse anti-secte, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, ou de la chasse aux sorcières, j'en y reviendrai, en France, y compris sur le domaine des thérapies. Donc notre vocation première, je précisais aussi que nous bénéficions de la protection du Haut Commissariat des droits de l'homme, donc moi personnellement, dont nous sommes auteurs et soumis au régime de la Convention des défenseurs des droits de l'homme. Hein, voilà. Donc notre vocation première est donc de défendre les principes républicains, et ça nous y tenons énormément. Donc voici un simple extrait de notre article 2 des statuts. Donc le CAPLC, présent également en Belgique et en Suisse, a pour but de regrouper les associations légalement constituées dans les pays du Conseil de l'Europe et ou de l'Union européenne, ainsi que des citoyens européens, en vue, premièrement, de défendre la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté thérapeutique, auprès donc des institutions européennes. Dénoncer au plan européen les actes écrits ou paroles portant atteinte ou constituant une menace pour la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté thérapeutique. Le cap liberté de conscience n'a donc pas vocation de défendre, et ça je tiens à le préciser, que ce soit bien clair, de défendre les minorités ou les idées, mais simplement leur liberté d'expression. Sur un autre plan, nous sommes un organisme de terrain depuis l'apparition des listes de 96.
Nous sommes confrontés depuis cette date à de multiples violations de ces articles, source de nombreuses discriminations. À ce titre, nous partageons donc la même problématique que votre commission sénatoriale quant à la défense et au respect des citoyens. Nous tenons à alerter votre commission sur les points suivants. Le point essentiel qui, pour nous, pose problème de cette 4e commission d'enquête sur les sectes, c'est l'absence de définition du mot secte, ou aujourd'hui dérive sectaire. Il est significatif de lire à la page 14 du rapport parlementaire sur les sectes de décembre 1995, que je vous invite à lire, l'absence de définition suivante. Je parle bien d'une absence de définition sur un rapport sur les sectes du Parlement, qui est la source de tous nos problèmes. N'ayant pu, je cite, n'ayant pu nous mettre d'accord sur le terme secte, nous nous en tiendrons au risque de froisser bien des susceptibilités, de retenir le sens commun que l'opinion publique apporte à la notion. Je précise, là, nous avons interrogé Madame Picard, présidente de l'UNADEFI, que vous avez eu aussi dernièrement, ancienne députée de l'Eure. Elle nous dit « Nous ne pouvons pas définir le mot secte ». Et c'est sur notre site, d'ailleurs, lors d'une intervention en Italie. Sur le site du KPLC, vous pourrez voir son intervention. Elle le dit, ce que je dis, vous pourrez le voir, en français. Nous avons, en accord, dit-elle, avec l'ensemble des parlementaires qui travaillent sur le sujet, décidé de dire qu'il ne faut pas définir, parce que la définition du terme secte sur le plan juridique ou dérive sectaire, qui en France n'est pas définie juridiquement, permettrait au mouvement sectaire de sortir du cadre des définitions. Nous sommes, vous comprenez bien, dans un arbitraire total. Aujourd'hui, aucune définition du mot secte. Dès que vous mettez le sobriquet, certains diront l'étoile jaune de secte, d'accord? Eh bien, vous n'aurez plus de possibilité de vous exprimer, parce qu'on vous attaque, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas aller devant une instance quelconque, parce que de toute façon, on ne sait pas pourquoi vous êtes accusé comme secte. Donc, comme il n'y a pas de définition de secte juridique, ça nous pose d'énormes problèmes. Donc, force est de constater aujourd'hui qu'après plus de 40 ans d'utilisation, l'absence de cette définition juridique au profit d'un sens commun de l'opinion publique entraîne un flou artistique, source d'arbitraire, condamné à plusieurs reprises par l'Union européenne et le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, voire le Congrès américain. Donc, en finançant, et là j'ai des brochures que je vais vous laisser, à plus de 95%, même à 97%, chiffres publics, cette brochure que nous avons fait circuler partout depuis des années auprès des parlements, du Sénat, des préfectures, etc. En finançant donc des associations anti-sectes à hauteur de 97% sur des fonds publics, soit plus de 600 000 € pour l'UNADEFI, alors que nous mettons dedans la Fondation de l'Abbé Pierre à 2% de financement public, 98% de privé, les Médecins du Monde, 90% privé, 10% de fonds publics. Pourquoi financer une association telle que l'UNADEFI, mais il y a aussi le CCMM, les GEMPI et toutes les autres associations? Pourquoi financer ces associations alors qu'aujourd'hui, on cherche encore où est le problème de secte? Dérive, il y a, oui, j'en parlerai après, mais dérives, il y a partout. Et quand on regarde le nombre de dérives, si on en croit la commission parlementaire secte et enfants de 2006, proposée par M. Fenech, d'accord ? Cette commission, quand on voit 80 000 enfants en danger dans les sectes, entre 60 et 80 000 enfants en danger dans les sectes, il y avait les deux chiffres, d'accord ? On va jusqu'à 80 000. Et sur certaines statistiques, on parle même encore plus que ça. Et quand on nous dit l'origine des chiffres, et quand on voit qu'à la fin de commission, quand on fait le bilan de tous les ministères confondus au niveau du Parlement qui ont été interrogés dans cette commission, et on voit qu'au total, il y a 8 dossiers en cours d'instruction, tous ministères confondus, on s'interroge sur les chiffres. On veut faire peur à qui ? Donc, et ces associations-là sont financées à grand renfort d'argent public. Moi, en tant que citoyen, je suis horrifié. Aujourd'hui, on est en crise, comme en crise mondiale et en crise dans notre pays, et on donne des financements à la rumeur. Donc, arbitraire, voilà ce que l'on vit depuis l'apparition de ce rapport de 1995. Arbitraire, rumeur, insulte, diffamation, stigmatisation, signalement, terme politiquement correct pour parler de délation. N'importe quel citoyen est amené à faire un signalement sur son voisin.
c'est même un devoir, c'est honteux. Autant de méthodes employées aux frais des citoyens qui ont conduit notre pays dans un marécage dont il ne pourra sortir qu'en se tournant vers un esprit de fraternité. Nous avons perdu notre esprit de fraternité. Et pour ma part personnelle, fraternité est très important, vu les cénacles que je fréquente. La Miviludes, de ce point de vue, n'est-elle pas anticonstitutionnelle ? Ces associations ne disposent d'aucune crédibilité scientifique et se voient d'ailleurs critiquées par les universitaires qu'elles se gardent bien d'inviter, de peur de se voir remises en cause. Nous travaillons avec les sociologues depuis très longtemps, y compris des gens comme M. Poula, Bobéro, etc. Nous, on les a avec nous. On n'a pas peur d'inviter les sociologues, qui sont quand même des experts payés par l'État. Ils diffusent dans l'opinion, sur la base de chiffres fantaisistes, des rumeurs de danger, de complots imaginaires. Je voudrais simplement citer, je l'ai sur mon ordinateur, je ne l'ai pas sorti, tant pis, mais il y avait en fait une de vos collaboratrices, sénatrice dont j'ai oublié le nom, mais ça vous l'aurez, je vous enverrai, qui en 2007 indiquait que ces chiffres étaient totalement fantaisistes. Donc, mais bon, malheureusement, je n'ai pas imprimé, je suis désolé. Le lobby antisecte, véritable police de la pensée. Mes mots sont peut-être un peu forts, mais ça fait 20 ans que je suis sur le terrain. Véritable police de la pensée ont engagé la France dans une aventure conduisant notre pays à dresser les citoyens les uns contre les autres. En créant des lois d'exception, je parle de la loi Abou-Picard, par exemple, à cultiver la séparativité qui est à nos yeux le pire des maux, à l'image de la triste sentence de Machiavel, diviser pour mieux régner. La nouvelle chasse aux sorcières que nous subissons depuis plus de 40 ans mène une guerre d'inquisition contre les valeurs de la vie et du cœur, en mettant en place une police de la pensée destinée à instaurer la normalisation par la pensée unique. Venons-en un peu aux thérapies. Je remets le texte entier, je ne peux pas, nous n'avons pas le temps de le lire, hein, donc, mais vous l'aurez. Hein, je vous rappelle qu'on a 45 minutes. Voilà, c'est pour ça que je cours. Notre problème qui nous réunit aujourd'hui, les thérapies différentes. Le climat dans lequel j'entends placer cette intervention est celui de l'exaspération. Les gens n'en peuvent plus de constater non seulement que rien ne change malgré l'accumulation des scandales, je cite entre autres le Vioxx, la vaccination H1N1, la grippette dont on a entendu parler, l'hépatite B, le Mediator, mais encore que tous ensemble s'aggraver dans une ambiance mais encore que tout semble, s'aggraver dans une ambiance révoltante d'impunité. Là, je parle au nom de citoyens. Je suis d'entendre et de lire la presse. Une guerre invisible est menée dans notre pays, dans le silence et avec la complicité des grands médias, contre les voies spirituelles et thérapeutiques différentes à l'encontre des besoins d'une majorité de Français aspirant à une médecine plus attentionnée et plus humaine. Excusez-moi. La politique antisecte menée par quelques organismes militants financés par l'argent public a aussi un fidèle relais auprès du Conseil de l'Ordre et des médecins et du ministère de la Santé. Ils sont assurés que leurs moindres rapports, le moindre communiqué qu'ils publient sont repris les yeux fermés dès qu'il s'agit de dérives sectaires dans les médias. Ce que je veux dire derrière, ce n'est pas qu'il y a connivence entre les ministères de la Santé, etc. C'est qu'à partir du moment où la Miviludes et les associations antisectes disent « voilà, là, il y a dérive sectaire », les yeux fermés, sans réflexion, et c'est pour ça que je suis très content que cette commission soit là, c'est qu'ils disent « oui, ça vient de la Miviludes, ok, on prend ». Et il n'y a pas du tout de réflexion derrière. Il faudrait analyser pourquoi. Nous reconnaissons le cadre indispensable et incontournable de la médecine en général. Qu'on ne nous fasse pas de procès d'intention. Tout particulièrement des services hospitaliers et des urgences. Cependant, le fait de reconnaître l'institution médicale n'empêche nullement la critique d'un système qui, depuis quelques années, a été impliqué dans plusieurs scandales sanitaires. Nous reconnaissons le caractère indispensable des traitements médicaux, en général, et les avancées scientifiques qui ont été réalisées pour le bien de tous. C'est évident. Cependant, là encore, il n'en reste pas moins vrai que le nombre de victimes des effets secondaires des médicaments ou des traitements en France reste extrêmement élevé, entre 150 000 et 300 000 par an, selon les systèmes d'évaluation officiels.
L'officieux, on n'en parle pas. Pareil, et le nombre de morts très important, entre 13 000 et 34 000 morts par an. L'article que je n'ai pas pu imprimer de la sénatrice, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, j'avais préparé pour ça, parlait bien de plus de 10 000 maladies nosocomiales et plus de 30 000 ou 35 000 maladies iatrogènes. Donc on est devant un vrai problème, une vraie crise du système de la santé. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon, mais qu'il doit se repositionner, et pas en rejetant les médecines alternatives. Je parlais tout à l'heure, justement, avant de venir, à la journaliste qui m'a filmé. Je vous cite ceci. Nous avons ici, en Suisse, article du Monde du 23 mai 2009. Je lis. En Suisse, les médecines alternatives sont plus plébiscitées. L'homéopathie, la phytothérapie, les médecines traditionnelles chinoises, les thérapies neuronales et les médecines anthroposophiques sont désormais mentionnées dans la Constitution suisse. C'était en 2009. En 2013, on stigmatise toutes les techniques de médecine alternative. L'Allemagne a fait la même reconnaissance. L'Angleterre est en route pour pas mal de choses. L'Italie s'en passe aussi, etc. La France va devenir lanterne rouge de l'ouverture du monde hospitalier, du monde médical, à toutes ces thérapies alternatives. Ce que vous lirez là-dedans, parce que, bon, comme on a peu de temps, je préfère ne pas lire, mais nous, ce que nous demandons, c'est une écoute, une ouverture du cœur. Simplement une ouverture du cœur. On ne parle pas beaucoup d'ouverture du cœur. Moi, je vous la demande, c'est une valeur féminine. On parle du groupe, on parle des créatifs culturels. C'est une valeur féminine que nous n'avons pas encore mis en place. Ouvrons notre cœur, écoutons au lieu de chasser. Écoutons au lieu de chasser. Okay. Au lieu de dire voilà. Monsieur, on va y aller, on va poser les questions, s'il vous plaît. De quoi? Au Sénat? Pourquoi? Non, 1, 2, 3, 4. Je ne voudrais pas provoquer un débat entre vous, mais quoi qu'il en soit, les valeurs du cœur, c'est un homme qui vous le dit. C'est un homme qui vous le dit. Ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, les valeurs du cœur sont perdues en France. On va donc donner la parole à notre rapporteur. En Suisse, les médecines alternatives ne sont pas dans la Constitution. Elles ont été votées à titre d'essai pour 5 ans. Elles n'ont pas apporté, semble-t-il, les résultats escomptés et ils les ont remis pour 3 ans afin de voir si ça va marcher. Ce n'est pas constitutionnel. Monsieur Mézard, je vous lisais simplement l'article. Oui, mais moi, justement, j'étais très intéressé. Je connais bien la Suisse. Voilà. Et donc, je peux vous dire que pour l'instant, ça avait été admis à titre constitutionnel par une votation. C'est-à-dire, donc, on sait comment ce que sont que les référendums, ce que c'est que les référendums. Et en fait, ils ont remis une votation pour savoir si les résultats étaient satisfaisants. Comme les résultats ne sont pas considérés comme satisfaisants, ça n'est pas constitutionnel et on remet à titre expérimental pour 3 ans. Nous, c'est ce que l'on demande, que l'on fasse cette démarche comme la Suisse le fait. 5 ans, ça n'a pas donné de résultat. Vous savez, Monsieur Mézard, va vous poser bien sûr. Merci. Au moins, à vous écouter, monsieur, on a vraiment le sentiment que vous avez l'expérience de l'art oratoire, hein, et de la capacité de faire passer des messages forts. C'est aussi ce que l'on trouve dans vos publications. Oui. Parce que dans vos publications, il y a essentiellement... Parce que, pour dire les choses, nous sommes très attachés à la liberté de conscience, très attachés à la liberté de religion. En ce qui concerne la liberté thérapeutique, ce qui est important pour nous, c'est que les différentes thérapies, que ce soit la médecine ou que ce soit les pratiques dites non conventionnelles, ne posent pas de problème de santé à nos concitoyens. Quand on vous lit, parce que vous vous attaquez très clairement un certain nombre de procédés dits de médecine allopathique, de médecine traditionnelle, encore que le mot tradition avec les innovations de la médecine paraissent inappropriés. Quand on lit ce que vous avez écrit sur la vaccination en France, je m'étonne que vous n'ayez pas été poursuivi. On ne peut pas dire, pas de jugement à porter sur la vaccination sur la grippe, mais vous avez écrit, monsieur, le document du 21 août publié par le gouvernement français semble être un plan de sang-froid
pour lancer l'assassinat de masse de la population française au moyen de vaccins toxiques sous couvert d'offrir une protection contre la pandémie dans un délai d'à peine 4 semaines. Pas forcément de sympathie pour le précédent gouvernement, mais je trouve que ces propos, monsieur, méritaient d'être poursuivis devant les tribunaux. Quand vous parlez de secte, la qualification de secte n'est pas une qualification du code pénal. Ce qui est poursuivi en France, ce sont des comportements qu'on peut considérer comme des dérives sectaires, mais qui s'intègrent dans le code pénal, et en particulier l'abus de faiblesse. Je vais un peu plus loin. La mise en place de centres de vaccination à grande échelle dans des installations protégées, entre guillemets, rappelle froidement les camps de concentration nazis tels que Buchenwald, où des détenus ont été tués par des injections. Vous maintenez évidemment ce que vous avez écrit. Si vous me laissez la parole... Non, mais monsieur... Oui. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est la réalité de ce que je lis. Et je dis personnellement, en tant que rapporteur, que je déplore que vous n'ayez pas été poursuivi devant les tribunaux. Bon. En ce qui concerne ce que l'on voit sur votre site, vous renvoyez par exemple, parce que c'est un procès systématique, parce qu'on fait l'effort de lire, d'écouter ce qui peut être dit, et qu'il est important d'avoir la contradiction, c'est pour ça que vous êtes là. Vous renvoyez par exemple, alors il y a les titres, La médecine nous tue, Seul contre tous, la vie et l'œuvre du docteur Amer. Quand on sait ce qu'est le docteur Amer, la condamnation d'ailleurs à des années de prison ferme en France et sa fuite ailleurs, et les conséquences et les morts découlant de ces pseudo-thérapies, on peut quand même être effrayé par ce que vous mettez. Vous renvoyez à un site, puisque signer la pétition ACCOMED, quand on va sur ACCOMED, il y a des articles disant chimiothérapie, des taux de réussite autour de 2,2%, j'en passe, pas des meilleurs, mais des plus graves, sur des propos qui visent à faire en sorte que nos concitoyens victimes du cancer ne soient pas traités par la chimiothérapie, puisque vous aboutissez à leur faire peur là-dessus, avec manifestement des propos qui sont inexacts. Donc, moi, ma question là-dessus, c'est la première, elle est simple. Est-ce que vous maintenez ces allégations dans la forme où elles ont été réalisées, et quel but vous poursuivez par rapport à la médecine, c'est-à-dire quel est votre but? Quel est votre but? Parce que la liberté thérapeutique, elle existe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si je peux répondre. Bien sûr. D'une part, par rapport à ce que vous venez de dire, la liberté thérapeutique n'existe pas. Donc je me porte entièrement en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Et nous n'avons pas suffisamment de temps pour en débattre, et je le déplore, mais nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir attester ce que je viens de dire. D'autre part, consister sur la liberté, bien entendu. Nous avons, depuis la sortie du rapport parlementaire de 1995, nous avons des tas de dossiers, y compris des dossiers juridiques, évidemment, que nous avons dû mener devant les tribunaux pour défendre des médecins qui sont accusés et qui sont rayés de l'ordre, par exemple, parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont justes et éprouvées ailleurs dans d'autres pays, mais qui, dans notre pays, dit pays des droits de l'homme, ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ils sont rayés de l'ordre parce que ils utilisent des méthodes que l'Amivilude et les associations antisectes avant la MILS ont décrété arbitrairement, on l'a vu, pas de définition du mot secte, ni dérive sectaire, ont décrété au nom de quoi, au nom de qui et sur quel élément, comme étant des méthodes sectaires, alors que dans d'autres pays, ils sont utilisés positivement, légalement. Donc, je m'oppose, monsieur, en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis prêt, nous sommes prêts avec nos différentes associations à vous remettre les dossiers juridiques en cours et qui ont été jugés auparavant. Donc ça, c'est un point. Quant à la technique consistant, vous me dites que j'ai peut-être des qualités d'orateur. Certainement, monsieur, je suis aussi un politicien, comme vous, comme un bon nombre d'entre vous. Mais sans parti. Je ne vais pas faire la Cohn-Bendit, mais ce sera sans parti. Donc oui, j'ai l'habitude de parler en public et effectivement, je ne suis pas particulièrement impressionné d'être avec vous, au contraire très content. Mais
retirer la technique consistant à retirer un élément de son contexte, tel que ce que vous avez dit, par rapport à la grippe H1N1, je suis désolé, mais là, on parle de la grippe H1N1. Et les études qui ont été faites partout dans le monde suite à la grippe H1N1, j'ai plus les éléments parce que, bon, au fil du temps, il faudrait que je me replonge dans le dossier. Hein, vous avez un avantage sur moi parce que vous l'avez en face des yeux et moi, je ne l'ai plus, ou pas. Mais par contre, non, mais on n'a pas le temps, donc c'est pas possible. Mais je suis prêt à passer beaucoup plus de temps avec vous. Vous savez très bien que bon nombre de scientifiques, c'est pas moi qui ai parlé de grippette, d'accord? Et on s'est interrogé attendez, c'est pas non, les propos qui sont là, ce sont des propos d'assassinat, vous ne parlez pas de grippette. Oui, bien sûr, nous avons parlé, bien entendu, mais madame, vous pouvez vous fâcher, nous parlons effectivement d'assassinat. Mais bien entendu, il y a des tas de personnes dans le monde, il faut ouvrir un petit peu Internet et regarder ce qui se passe, qui ont parlé d'un plan organisé. Mais, attendez, il y avait par rapport à cette... Non, je sais bien, monsieur, mais il n'empêche que si on regarde tout ce qui est sorti comme littérature sur le H1N1, il est clair, non, c'est pas notre littérature. Celle-ci, oui. C'est vous qui dites que c'est des camps de concentration nazis tels que Buchenwald. Ce ne sont. Il faut remettre les choses dans leur contexte, et je voudrais bien voir le texte en face des yeux pour voir. Donc, mais bien, les choses dans leur contexte, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'était un nombre incroyable de personnes dans le monde qui se sont interrogées, et pas des moindres, et des spécialistes. Des fois, il y a des choses choquantes qu'il faut aussi annoncer pour faire prendre conscience à certaines personnes qui sont très endormies aussi. Sur H1N1, moi, je n'ai pas vu de publication qui disait que le vaccin était dangereux pour les populations. J'ai fait le rapport concernant la vaccination H1N1 ici en France. La seule chose que nous puissions reprocher à la ministre de la Santé de l'époque, c'est d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour finalement une épidémie qui n'a pas eu lieu. Mais au départ, personne ne savait si cette épidémie aurait lieu ou pas, en particulier dans les pays comme le nôtre. Pour le reste, le vaccin a eu quelques répercussions néfastes sur certains malades, comme n'importe quel type de traitement. Mais pour le reste, il n'y a pas eu de publication indiquant que le vaccin H1N1 était dangereux pour les populations. Enfin, je sais pas, il y a d'autres médecins dans la salle que moi. Non, il y a eu des publications et je ne les ai évidemment, je ne peux pas avoir tous ces éléments en main ici, mais il y a eu des publications et je vais faire les recherches pour vous les donner. Écoutez, il y a eu des publications qui ont été totalement nocives, qui ont montré la nocivité du H1N1. Non. La nocivité du virus, oui, mais pas du vaccin. Non, du vaccin. Monsieur, entre nocivité et assassinat, il y a quand même un monde. Oui, madame, je vous entends. Mais il y a des phénomènes de manche et de presse qui nous permettent aussi de passer des messages, comme je disais. Ah non, mais ça, c'est de la diffamation, monsieur. On va reprendre. Non, mais Dieu sait si j'ai été critique sur la campagne de vaccination H1N1. Je crois que nous avons été les uns et les autres, un certain nombre à l'être, et j'allais dire toutes tendances politiques confondues. Mais effectivement, sur la notion du gaspillage, finalement, mais a posteriori, parce que c'était pas évident. C'est-à-dire la non-adaptation du plan par rapport à l'évolution de l'épidémie. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a également le mode d'organisation. Et en particulier le non-recours. Qui n'avait rien à voir avec Buchenwald. Et le non-recours aux médecins traitants. Mais quand vous écrivez, il a été précédemment révélé que certains noms du vaccin contiendront du mercure, une toxine liée à l'autisme et à des désordres neurologiques. Le vaccin contiendra également le dangereux ingrédient qu'est le scalène, qui a été directement mis en cause, avec des cas de syndrome de la guerre du Golfe et d'une multitude d'autres maladies débilitantes. Oui, me dire. À quel endroit, monsieur, vous êtes en train de revendiquer que l'art de la formule permet de faire passer des messages. C'est ce que vous venez de dire. Ça, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Attendez, je voudrais voir C'est sur votre blog de 2008, monsieur. Sur mon blog de 2008. En 2008. Anti-UNAFI et anti-vigilance sectaire. Oui, mais alors. Non, mais vous venez de justifier ce que vous fichage. Fichage du citoyen, c'est ça? Oui, ok. Attendez, il faut que je... Lundi 28 septembre 2009. Ok. Un plan de vaccination de masse obligatoire. Je vous ferai remarquer... Et comme les nazis à Buchenwald. Je vous ferai remarquer que vous aviez dit... Je vous ferai remarquer que vous aviez dit que les femmes avaient du cœur. On est... Je sais.
Monsieur Roche, Madame de Roche d'abord, pardon, et Monsieur Roche ensuite. Oui, vous nous avez dit que la liberté de choix thérapeutique n'existait pas. C'est ce que vous avez dit. Moi, je me mets dans un cas très pratique. Vous avez des enfants, vous avez un fils à qui on découvre une leucémie. Est-ce que vous le mettez, est-ce que vous avez la possibilité de le soigner ou de ne pas le soigner? Quel choix vous faites par rapport à un cas pratique comme celui-ci? Vous avez un enfant qui a une leucémie qui peut être guéri par la médecine classique. Est-ce que vous le faites soigner ou est-ce que vous le mettez plutôt vers une orientation de médecine alternative? Bien, écoutez, je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit que nous avons pour objectif de faire en sorte à ce que toutes les médecines alternatives, à partir du moment où elles ont été éprouvées par un comité d'experts non afféodé à des experts neutres, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils soient en même temps, comme l'exemple de ces hôpitaux, qu'ils soient en même temps proposés aux médecines officielle. Donc oui, bien sûr, j'ai un enfant qui a une leucémie ou une maladie grave, j'ai déjà eu le cas, j'ai perdu entre autres moi-même un enfant, j'ai une petite fille qui est handicapée, donc je connais le milieu, donc c'est sûr que je fais appel à toutes les médecines, y compris, je fais confiance encore une fois, et je l'ai dit, c'est écrit, vous aurez le texte, nous faisons confiance à la médecine officielle. Ce que nous reprochons, c'est qu'elle systématiquement fait une barrière, une dichotomie entre les médecines dites alternatives 12 et la seule médecine qui devrait être la seule médecine acceptable. Donc s'il y a une leucémie, je dis bien sûr, on va voir effectivement les différents responsables, et je l'ai déjà fait, de toute façon, j'ai 5 enfants, donc ça m'est déjà arrivé. Et puis, en contrepartie, en parallèle, plutôt, je regarderai aussi les médecines alternatives, je ferai moi-même mon choix, et comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait avec ma femme, avec leur maman, et puis voilà, donc oui, bien sûr, tout à fait. Mais vous êtes sur des médecines alternatives. Quelle différence vous faites, vous, entre une médecine alternative et une médecine complémentaire d'un traitement classique? Si on a, en fonction de la gravité des maladies, je n'hésite pas, et depuis toujours, à utiliser l'homéopathie. Je n'hésite pas à utiliser la naturopathie quand c'est nécessaire, etc. Donc, et d'autres techniques, si elles me semblent justes pour le cas de mon enfant. Mais en même temps, j'écoute et je regarde, et nous allons voir aussi la vie de la médecine, non pas traditionnelle, je précise, mais la médecine académique, je dirais, ou la médecine officielle. Oui, bien sûr. Parce que quelquefois, c'est une question d'heures, voire d'heures, une vie ou une mort qui peut basculer. Écoutez, s'il y a une question de vie ou de mort, je ne me pose pas la question du tout. Il y a le système hospitalier, directement. J'ai eu le cas avec ma petite fille handicapée qui va avoir 13 ans cette année, qui est handicapée mentale, lourdement handicapée. Elle a d'abord, tout de suite, c'était urgent à la naissance, elle a tout de suite bénéficié des services hospitaliers, mais en parallèle, il y a eu l'urgence et en parallèle, on a regardé toutes les méthodes et puis voilà, oui, bien sûr. Monsieur Roche. Oui, moi je vais seulement dire quelque chose. Je suis frappé par la discordance qu'il y a entre le verbe et l'écrit. Vous arrivez ici avec beaucoup de talent oratoire, un discours plutôt conciliant, vous parlez d'ouverture de cœur, de choses qui pourraient dire, tiens, on va pouvoir écouter. Et quand on vous lit, on est frappé quand même par autant de violence. C'est pas possible. Nous sommes ici un certain nombre de médecins. Personnellement, j'ai fait 25 ans de médecine de campagne et 20 ans de médecine hospitalière. Vos propos, pour moi, sont une injure. C'est-à-dire que vous m'accusez, pendant ces 45 ans où j'ai exercé, d'avoir été complice d'un certain complot national de vouloir tuer des gens en les vaccinant, en les traitant comme on le faisait. Vous comprenez bien que c'est absolument pas acceptable. Et pour moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Mais je vous dis que vous devinez la conclusion que je peux proposer après cet entretien et ce que j'ai lu. Bien sûr. Je vous entends là, mais comme évidemment, vous avez pris ça sur mon blog. Bon, je pense qu'il faut aussi, je parlais tout à l'heure, de savoir ne pas retirer les choses de leur contexte. Entre 2008 et 2013, il s'est passé un certain nombre de choses. D'accord ? Pour moi, comme pour tout le monde. En 2008, nous étions au point fort, et c'est là où je parle de cœur et où je reparlerai de cœur aussi, parce que moi aussi j'avance, moi aussi j'évolue, moi aussi je prends conscience de certaines choses. Et il y a aussi des évolutions dans l'écoute. La preuve, c'est qu'on est ici, on peut discuter ensemble librement, et je m'en réjouis. En 2000, il faut
aussi remettre les choses dans le contexte de cette peur, de cet affolement mondial autour de cette grippe. Nous avions, je pense que vous avez entendu parler des différentes actions qui ont été faites un peu partout dans le monde pour dénoncer en fait cette grippe. Là, on parle bien de la grippe H1N1. On ne parle de rien d'autre. D'accord ? Donc il faut remettre les choses. C'est pour ça que je parlais du contexte. Remettons les choses dans le contexte. Et j'étais loin d'être le seul à l'époque de faire ça, loin, très loin. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas faite cette grippe, cette vaccination, heureusement. Si, elle s'est faite. Oui, elle pas s'est faite. Du tout à l'échelle où on aurait voulu qu'elle se fasse. Pas du tout à l'échelle, mais à une échelle suffisante pour se rendre compte qu'elle n'était pas dangereuse. Madame Lipietz. Oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'entends très bien votre discours. Je comprends que vous n'êtes pas une secte, vous êtes contre les dérives sectaires en matière de lutte contre les sectes. Ça, j'ai bien compris. Mais nous tenons quasiment tous un site, nous avons tous un blog. Moi, le mien, il date de 2004. Je ne crois pas qu'on pourrait trouver un seul mot aussi fort que ce que vous avez écrit. Et quand vous me dites qu'il faut remettre dans le contexte, alors dans le contexte, vous avez écrit concentration nazie et vous avez écrit à un autre moment des méthodes dignes d'Hitler et de Staline. Et il n'y a même pas 10 minutes, donc là c'est un contexte qui est nouveau, vous nous avez dit une étoile jaune. Moi je suis quand même étonnée que vous... Eh oui, c'est fort. Oui, bien sûr. Bon, c'est extrêmement fort. Et je suis quand même étonnée de votre perpétuel rapport avec cette histoire qui, de 60 ans, vieille de 60 ans quand même. Aujourd'hui, est-ce que chaque fois que l'État pense faire le bien de ses concitoyens en proposant et pas en imposant, parce que si je me souviens bien, la vaccination contre la grippe H1N1, on n'était pas forcé d'y aller, hein. Quand même une sacrée différence. Et moi, j'étais de celles qui les dénonçaient et qui disaient qu'ils ne voulaient pas y aller, hein. Bon, contrairement à mon grand-père qui, lui, est parti sans demander le choix d'aller vers l'Est, hein. Bon, donc, est-ce que vous ne croyez pas que malgré tout, chez vous, il y a quelque chose d'assez étonnant dans ces rappels perpétuels au nazisme? Moi, je m'étonne, je ne comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, vous nous parlez de quelque chose qui n'a quand même rien à voir. Bon, je vous réponds. Une fois de plus, je parle de contexte. Lorsque je vous ai parlé, oui, tout à fait, actuel, là, maintenant, tout de suite. Quand je vous ai dit, oui, j'ai parlé d'étoiles jaunes, d'accord ? J'ai pas dit que moi je le disais, je dis que ça va jusqu'au point où certains emplois, je ne donnerai pas les groupes qui utilisent ça, hein, ou le groupe, mais on va jusque-là. Je ne suis pas d'accord pour ma part, d'accord ? Et je leur ai dit, en tant que président, je leur ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience. Il faut bien prendre conscience que des gens vont jusque dans cet extrême pour pouvoir donner des messages forts. Or, la symbolique qu'il y a derrière, je sais que ceci peut choquer. Encore une fois, souvent, le choc permet de se positionner. Des fois, ça sort les gens de leur léthargie, d'accord ? Encore une fois, même si je leur ai dit encore une fois en tant que président du CAPLC que je ne voulais pas, que je trouvais que ce n'était pas juste de faire ça, leur idée derrière, ce que j'essaie de comprendre derrière, leur idée c'était que la symbolique de mettre une étoile, la symbolique c'est la symbolique de la stigmatisation. Or, je peux vous assurer que le fait de mettre l'étiquette, pour ne pas parler d'étoile, nous on parle d'étiquette, le fait de mettre d'étiquette de secte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, plus de possibilités de progression de carrière. Cas de divorce, vous perdez vos enfants. Point de vue professionnel, on ne vous donne pas de profession. Vous allez chercher des salles pour faire des conférences. Ah non, vous êtes dans la liste des sectes, on est désolé, on ne peut pas. Etc., etc. On perd notre dignité. Et ces dossiers, nous les avons depuis 10 ans, enfin, depuis l'apparition du rapport. Donc là, il y a une réelle stigmatisation. Alors si effectivement là ça va trop fort, je vous l'accorde et je suis moi-même pas en accord avec ça. Je dis que ça peut aller jusque-là, d'accord ? Ne m'attribuez pas des propos que je n'ai pas dit. Par contre, et d'ailleurs dans le contexte, replaçons-le, je vous le précise. Par contre, qu'il y ait stigmatisation, oui, il y a stigmatisation. Et des stigmatisations très graves qui conduisent par exemple certaines personnes à se suicider. Il y a eu le cas d'un médecin il y a 5-6 ans qui s'est suicidé suite à des accusations de secte et qui a perdu son job. Monsieur Vaugrenard. Oui, merci.
Je crois que c'est Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais au-delà des propos que vous avez pu tenir, c'est écrit noir sur blanc quand même. Donc effectivement, je partage l'avis du rapporteur lorsqu'il disait que c'est assez surprenant que vous n'ayez pas été poursuivi pour dire de tels mots, quelle que soit la justification que vous pouvez nous fournir aujourd'hui, qui selon moi n'a aucune valeur. Vous avez parlé, mais qui pourrait s'exprimer devant une commission d'enquête, ou n'importe où d'ailleurs, en venant nous dire qu'il ne respecte pas les citoyens et qu'il est contre les libertés. Donc c'est un classicisme absolu que de commencer par nous dire que vous respectez les citoyens et que, bien entendu, vous êtes un ardent défenseur des libertés. C'est une banalité confondante. Ce qui est surprenant aussi, monsieur, c'est que dans votre site, vous vous êtes permis, et là je vous pose une question très directe, d'attaquer l'un des nôtres sur un prétexte totalement fallacieux. C'était quoi l'objectif? C'était que l'un des nôtres, vous vouliez l'empêcher de s'exprimer, de parler, d'être complètement libre de son expression et de sa pensée. C'est extrêmement surprenant. Et pour moi, ça va un peu dans le même sens que les propos, non pas les propos, que les écrits excessifs que nous soulignions tout à l'heure. Je vais vous poser une question simple. Vous parliez tout à l'heure de médecins qui malheureusement s'étaient suicidés. C'est bien entendu fort regrettable. Vous avez connaissance certainement, malheureusement, de personnes aussi qui sont mortes parce qu'elles faisaient partie d'une secte et qu'elles ont abandonné la médecine dite traditionnelle au profit de médecine alternative. Parfois, des enfants sont malheureusement en cause du fait des dérives sectaires. Pensez-vous que notre société aujourd'hui est suffisamment armée pour bien se défendre contre ces dérives sectaires et contre ces manipulations mentales? Alors, je vais vous répondre. Il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Vous citez Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est excessif, c'est cette chasse aux sectes et cette inquisition qui est là et qui devient insignifiante. D'accord ? En ce qui concerne l'attaque de la personne en question, est-ce que c'est quel site en question? Est-ce que c'est sur mon blog ou est-ce que c'est sur le site du CAPLC? Le CAPLC. La personne en question, c'est qui? Un des vôtres? Parce que je ne peux pas... Un sénateur trop lié à l'industrie pharmaceutique. Voilà. Bon, voilà, c'est clair. Lorsque nous faisons... Il faudra m'expliquer. Parce que... Non, mais attendez. Au moins, je sais comment je peux répondre à la question. En fait, lorsque... Vous savez, notre site, le site du CAPLC, est un site qui est visité à peu près à 3700 visites par mois. Bon. Vous vous doutez bien que lorsque nous mettons une information ou publions des brochures telles que celle-là, c'est lu, relu, revisité, y compris par nos cabinets d'avocats. Je peux vous assurer que c'est un vrai travail de longue haleine. Lorsque nous mettons des documents sur le site, ces documents sont, vérifiés. D'accord ? Alors, je sais que ça peut être embêtant d'attaquer l'un des vôtres. D'accord ? J'ai aussi cité tout à l'heure, malheureusement, je n'ai pas les données, mais je peux vous les donner, deux des vôtres qui ont dit des choses qui allaient tout à fait dans notre sens, en l'occurrence. Donc, ça ne veut pas dire que si c'est l'un des vôtres, qu'automatiquement, tous ceux qui sont des vôtres ne posent aucun problème. D'accord ? Donc, pourquoi on cite une personne, en l'occurrence ? Parce que cette personne, nous avions des éléments bien précis pour l'attaquer. Lorsque nous parlons de M. Fenech, et lorsque, à plusieurs reprises à l'OSCE, devant la Commission européenne de l'OSCE, j'ai personnellement attaqué M. Fenech, qui était là, à ma droite, à ma gauche avec son comité, vous vous doutez bien que si c'était fait devant les caméras et à l'OSCE, c'est que nous avions les éléments sûrs. Nous avons les éléments sûrs si nous l'avons fait. Et quand nous disons que, par exemple, M. Fenech a des implications relativement claires avec les laboratoires pharmaceutiques ou les sociétés d'OGM, etc., comme Momagri, nous en avons les preuves. On ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça si ce n'est pas vrai. Donc on peut s'interroger sur la collusion de la chasse aux sectes et des laboratoires pharmaceutiques. C'est clair, c'est une interrogation. On a les éléments. Allez plus loin, monsieur. Comment ? Allez plus loin. Allez plus loin, répondez à la question. Mais je pense, monsieur, qu'il suffit de regarder notre site, nous avons les éléments dedans. Non, mais monsieur, vous êtes ici. Et nous sommes contents que vous soyez ici, parce que c'est ça la contradiction. Oui. Donc, allez plus loin. Vous avez effectivement mis en cause un des sénateurs de la mission d'enquête. Oui. Nous avons mis en cause... Bon, j'ai pas le dossier sous le... Bon, moi, je ne... Non, mais monsieur, soyez précis. Mais écoutez, je n'ai pas les éléments. Moi, je veux bien être précis, monsieur, mais je n'ai pas l'élément entre les mains et je ne suis pas le seul à intervenir sur ce site.
D'accord. C'est J'en prends la responsabilité. actuellement, quand on va sur le site, c'est la première chose qu'on voit. Oui. C'est clair. C'est pour votre nous faire taire, ou méthode quoi habituelle. On y Première va, fenêtre. Déstabilisation. C'est pour nous faire taire ou quoi? Actualité D'accord. sur le gris. C'est quoi? sur le grill. Sur le gris. Vous avez les moyens de nous faire. C'est pour nous impressionner, c'est quoi? Le fait de t'attaquer l'un des nôtres au moment où nous sommes en audition, c'est quoi ça? C'est quoi? Simplement qu'à partir du moment où il y a des éléments qui sont sortis sur ce site, c'est qu'effectivement nous avons les éléments. Non, monsieur, ça... Mais vous n'avez aucun élément. Je l'ai lu, le truc. Vous dites que bon, la personne concernée, c'est-à-dire moi, votre titre, il est assez extraordinaire. Vous dites un sénateur trop lié à l'industrie pharmaceutique. C'est quand même, si c'est pas stigmatiser quelqu'un que de parler comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, moi, j'ai lu votre article et vous me reprochez d'avoir participé à des conférences sur la santé mentale, à des conférences sur la psychiatrie et à des conférences sur la dépendance, sur la personne âgée. Puis il y a d'autres choses comme ça, qui étaient des conférences nationales, dont je n'étais pas le président, puisque le président c'était Madame de Greff, Monsieur Touraine ou Monsieur Le Guen. Vous me reprochez d'avoir participé à un débat avec Monsieur Le Guen, député de l'Assemblée nationale, et moi sur la santé mentale. Et vous dites ce débat a été financé par les laboratoires. Donc j'ai un lien avec les laboratoires, c'est ça? Oui, alors dans ce cas-là, peut-être pas. Bah, oui, Auquel bon. cas, Ouais, pardon. C'est systématique. Mais à chaque... cas, il peut y avoir erreur. Ben, il y a erreur. Moi, je vous demande, puisque je comptais en parler à la fin, mais si vous estimez que je suis trop lié à l'industrie pharmaceutique, apportez-moi les preuves. Apportez-moi les preuves des chèques que j'ai pu recevoir de différents laboratoires. Et puis alors là, on verra. À ce moment-là, je me retire de suite. Mais je vous défie d'en trouver. Ben, écoutez, tant mieux. Oui, mais monsieur, moi je vais reprendre la parole aussi parce que je considère, on est dans une mission d'enquête, je considère que vous êtes un homme dangereux. Un homme dangereux pour nos concitoyens. Parce que vous ne m'avez pas répondu sur ce qui nous préoccupe. Parce que c'est très bien de défendre les mouvements à caractère sectaire ou selon vous, la liberté de conscience. Mais vous ne m'avez pas répondu sur ce que l'on trouve sur vos sites, qui sont des éléments systématiquement, je dirais, discréditant la médecine, écartant les malades des soins, parce que lorsque on a comme lien des articles qu'on renvoie à des sites qui disent à nos concitoyens que finalement la chimiothérapie c'est plus dangereux c'est plus dangereux pratiquement que le cancer, ça revient à ça. Lorsque j'ai sous les yeux informations sur les dangers de la vaccination des enfants, cliquez sur les titres ou les liens, vaccination des enfants, comment l'éviter. Vous croyez que c'est bien d'inciter nos concitoyens à éviter la vaccination? Eh bien, monsieur, je vais jusqu'au bout, parce qu'on a aussi l'habitude du débat. Et on vous a écouté. Considère que ce que vous faites, moi je le dis à titre personnel, c'est dangereux. C'est dangereux, et ce n'est pas en essayant de vous masquer derrière la défense de la liberté de conscience, d'expression et de la liberté thérapeutique que vous pourrez cacher des pratiques qui sont l'inverse de cette liberté. Je conteste totalement ce que vous dites et j'insiste clairement en face de vous, en face de cette commission sénatoriale, que la pratique des vaccins est dangereuse. D'accord ? J'insiste dessus. Et je prends et pour cela, bon, je suis depuis très longtemps en lien direct et acteur de la Ligue pour la liberté vaccinale qui a été fondée par monsieur et madame Delarue, d'accord, qui a son siège à Annecy, d'ailleurs, où j'habite maintenant, l'association Alice et bien d'autres. Je peux vous assurer que nous avons des éléments très concrets montrant que la vaccination est dangereuse, d'accord, et que toute vaccination est dangereuse. J'avais un document, le document que je n'ai pas pu... Attendez. Non. Il ne s'agit pas de ça. La question n'est pas aussi simple que ça. La vaccination est dangereuse parce que nous avons des tas d'études de par le monde le montrant qu'elle est dangereuse. Et d'ailleurs, un parlementaire... Attendez, c'est pas ce que je veux dire. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas dire qu'il faut rien faire. Je veux dire qu'il y a d'autres moyens
gueux de vacciner, et que toute la soupe qu'il y a dans les vaccins, c'est une soupe hyper dangereuse, d'accord, et que des tas d'études qui ont été faites de par le monde le montrent. Un des parlementaires, des textes, je sais bien que je ne m'attends pas à parler en face d'une commission qui me dise « Monsieur, vous avez raison, dans d'autres lieux c'est beaucoup plus facile ». Là, je suis un petit peu le chien dans un jeu de quilles, d'accord. Mais nous avons des éléments, énormément d'éléments, de par le monde comme quoi, montrant que la vaccination est dangereuse. Et en ce qui concerne la chimiothérapie, et en ce qui concerne Monsieur Hammer, vous n'avez pas répondu sur ces deux cas. C'est très simple. Je n'ai pas d'avis sur Monsieur Hammer. D'accord. Je n'ai aucun avis sur M. Évidemment, parce que vos avocats vous ont dit qu'il avait été condamné à de la prison ferme et qu'il ne faut pas défendre. Il a été condamné pour exercice illégal de la médecine. D'accord. Bon, la seule chose que je pourrais dire par rapport à M. Hammer ou d'autres techniques, c'est que ces personnes qui ont une médecine, développer un système thérapeutique hors norme, je dirais, je pense qu'il faut les écouter. C'est simplement ce que je dis. C'est simplement ce que nous disons. Mais vous savez, monsieur, vous me permettez, vous savez que cet homme, avec ses émules, incite les gens qu'il rencontre, les patients, les malades, à ne plus se soigner. C'est une erreur. Et c'est certainement pas ce que nous défendons. Nous défendons encore une fois. Eh bien, si vous ne le défendez pas, ne renvoyez pas sur son site, ne vantez pas les mérites. Et tout simplement de ces méthodes. Tout simplement parce que nous sommes un organe contradictoire. C'est-à-dire que nous devons donner aux citoyens des moyens d'aller chercher l'information et de faire l'information. Monsieur, ce n'est pas exact, car il suffit d'aller sur les sites pour voir que la seule information que vous donnez, c'est celle promouvant ce type de pratique et pas l'autre, puisque tous vos sites, toutes vos informations sont contre la médecine et pour défendre des procédés aussi dangereux que celui que je viens de décrire. Non, toutes nos informations ne sont pas contre la médecine, elles demandent simplement d'être remises en cause. Et comme je le disais depuis le départ... Vous feriez mieux de remettre en cause la méthode Hammer. Ah, écoutez, moi, la méthode Hammer ne m'intéresse pas. Je n'ai pas à remettre en cause la méthode Hammer, pas plus que la soutenir. Parce que simplement, il y a un manque d'informations parmi ceux-ci. Et bon nombre de personnes, c'est bien à prendre en compte. Il y a d'ailleurs une personne que vous avez interrogée il y a quelques jours. Je prendrai sa même remarque. Il y a un nombre de nos concitoyens qui s'interrogent énormément sur toutes ces médecines. C'est important de les écouter. Mais nous les écoutons, monsieur, et nous en sommes conscients. Pas forcément en les rejetant. Mais nous ne rejetons pas tout. Nous rejetons ce qui est dangereux pour la santé. Écoutez, nous, c'est pas ce qu'on constate. C'est pas ce qu'on constate. On constate que beaucoup de thérapies sont rejetées systématiquement. Quand vous voyez ici la liste de la Miviludes sur les pratiques de santé rejetées... Monsieur, ici, vous n'êtes pas devant la Miviludes, vous êtes devant une mission d'enquête sénatoriale, c'est pas la même chose. On est en plein là-dedans. Je suis désolé, mais la Miviludes, c'est bien les sectes et les dérives sectaires. Je ne suis pas en train de faire un hors-sujet. Et quand on voit tout ce qu'il y a derrière entre en anthroposophie, la naturopathie, la programmation neurolinguistique, etc., on peut y mettre toutes les listes en disant attention, dès que vous avez ça, vous êtes dans une secte. On rejette systématiquement. C'est ça notre combat. Oui, mais il faut les entendre. Honnêtement, comment voulez-vous qu'on ne rejette pas quand on lit ce qu'on vous a lu tout à l'heure, et quand on entend, tout au moins les gens qui sont là, que les vaccinations sont dangereuses et qu'il ne faut pas vacciner. Je veux dire, clairement, nous avons assisté la semaine dernière, mercredi dernier, à un rapport dans le cadre de la Commission des affaires sociales sur la vaccination. Et j'étais intervenu pour rappeler une expérience personnelle, et je m'excuse de vous la donner ici, mais qui est très simple. J'ai adopté une enfant handicapée d'Afrique noire, une petite Touareg de Niamey. Donc, au moment où je fais partie d'une association qui soigne les enfants, au moment où nous avons pris cet enfant pour venir la faire soigner en France, elle est venue chez moi, elle a vécu chez moi, on l'a soignée pour différents problèmes articulaires, en particulier au niveau de la colonne vertébrale et des hanches. Quand on est revenu à Niamey, tous les gamins qui étaient là, dans le petit village qui vivait avec elle, qui avait son âge, étaient morts. Tous d'une épidémie de rougeole, monsieur. Et vous nous dites que la vaccination contre la rougeole, que les vaccinations, il faut les arrêter. Si ces gamins-là avaient été vaccinés, il y en avait une bonne trentaine. Si ces gamins-là avaient été vaccinés, il y en aurait peut-être un qui aurait été malade, qui aurait fait 8 jours de fièvre, qu'on aurait soigné avec de l'aspirine, et qui serait ensuite revenu normalement. Et les 30 autres, c'est toujours en vie. Or, ils sont tous morts. Et vous nous dites que les vaccins, c'est pas utile. Bien sûr. Écoutez,
est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème autrement? C'est-à-dire qu'à partir du moment... Non, mais attendez, mais je peux vous répondre. Non, mais moi, je peux prendre autrement ce que vous présentez. C'est une façon de vivre, c'est un autre paradigme, si vous voulez, pour employer un mot à la mode. Lorsque vous arrivez dans un pays pauvre, avec des conditions d'insalubrité graves. D'accord ? Je vais régulièrement en Inde, je ne suis pas en Afrique, mais bien que j'ai des contacts nombreux là-bas, mais je vais régulièrement en Inde. À l'évidence, il y a des endroits où les conditions d'insalubrité ou de salubrité sont très très néfastes. Améliorer les conditions de salubrité, d'accord, mais et donner à ces enfants une eau pure, une alimentation saine, etc. Et vous verrez que le nombre de morts... Mais vous verrez, mais oui, mais monsieur, je suis papa de 5 enfants, d'accord? Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu un enfant et j'ai une petite fille handicapée. Je peux vous dire que, à partir du moment, donc je parle aussi en tant que papa, d'accord? Je peux vous dire qu'un enfant qui n'a pas de bonnes conditions de vie a beaucoup plus de chances d'attraper des maladies. Et un enfant qui a une mauvaise condition de vie et qui a la rougeole, qui est une maladie relativement bénigne chez nous parce que nos conditions de salubrité sont meilleures, il ne va pas en mourir. On va clore là, mais c'est d'ailleurs pour ça que depuis qu'on a arrêté le BCG en France, on a une recrudescence de tuberculose dans un pays où les gens sont en bonne santé par ailleurs. Ce n'est pas vrai. Il y a une recrudescence de la rougeole. Je connais aussi très très bien le dossier depuis plus de 20 ans, d'accord, mais n'étant pas médecin. On a une recrudescence de rougeole à certains endroits, ou de tuberculose, à certains endroits, aux endroits à Marseille, certains endroits de Paris, dans le nord de la France, où il y a une baisse des conditions salubritaires. Monsieur, une dernière question. Qui finance votre association? Nos adhérents. Vous en avez combien? On a une lettre qui part régulièrement. Non, mais combien vous avez d'adhérents? 2000 exemplaires. C'est-à-dire de cotisants. 2000 cotisants. Je n'ai pas dit qu'on a 2000 cotisants. J'ai dit qu'on a 2000 envois. Vous savez très bien que dans les associations, tout le monde ne cotise pas. Bien. Madame Dini voudrait vous poser une question encore. J'avais une dernière question. J'ai cru comprendre, monsieur, que... Enfin, je suppose que vous êtes d'accord sur le fait que vous avez parlé de mot devoir. Il y a un devoir de signaler des victimes, particulièrement des enfants maltraités, des victimes de violences conjugales, et vous nous avez parlé de délation concernant les victimes des dérives sectaires. Vous avez parlé de délation. Ça fait tilt quand Mme Lipietz a dit que vous étiez un peu branché là-dessus, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de délation au moment de la guerre. Quelle différence faites-vous entre les victimes enfants maltraités, violences conjugales, et les victimes de dérives sectaires? Puisque là, il s'agit de délation et non plus de protection. Les enfants victimes de dérives sectaires. Non, ce n'est pas les enfants victimes de dérives sectaires. Je parle des victimes de dérives sectaires, pas les enfants. Oui. Je compare les victimes de dérives sectaires, pour lesquelles vous parlez de délation et moi je parle de protection, et je les compare, parce que j'imagine que vous êtes d'accord, quand on fait de la délation concernant les enfants maltraités, et de la délation concernant, on parle de délation, quand on parle de violence conjugale. D'un côté, c'est sans doute normal de dire qu'on a constaté une violence contre les enfants, une violence conjugale, mais que quand il s'agit de victimes de dérives sectaires, il ne s'agit plus de signaler, il s'agit de délation. D'accord. Non, en fait, encore une fois, vous faites bien de poser la question. À partir du moment, pour éclairer ce que je voulais dire, c'est très bien. En fait, à partir du moment où nous constatons, et ça c'est un devoir de citoyen, je vous l'accorde, quand nous constatons quelque chose d'avéré, et qu'effectivement un enfant est battu, et voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'atroce et malheureusement trop régulier dans notre pays aussi. Nous avons le devoir de signaler et d'avertir l'administration, disant là nous avons constaté que, venez enquêter. Le problème c'est qu'aujourd'hui, je vais vous citer un cas, vous allez comprendre, par un exemple. Il y a quelques années, j'habitais dans le nord de la France et je suis aussi astrologue, d'accord, et ma femme faisait de l'astrologie, d'accord. Et bon, je ne sais pas si c'est un crime, peut-être que c'est une secte, j'en sais rien, mais enfin en tout cas vous allez peut-être me le dire. Ma femme recevait donc des personnes en cours une fois par semaine. Sur notre porte, il était marqué le nom de cette association avec astrologie, etc. 2 ans après,
nous apprenons par l'une de nos études, une des étudiantes qui passait à la maison, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, je ne sais plus, qu'elle avait été appelée par son responsable administratif. Elle travaillait dans le monde hospitalier, justement, elle était infirmière. Et en fait, depuis 2 ans, il y avait quelque chose qui courait, comme quoi elle allait dans une secte parce qu'elle faisait de l'astrologie. Parce que la personne qui était en face, qui était un responsable c'était d'ailleurs son responsable de service, je ne sais pas quoi, qui avait dénoncé auprès de la direction, et c'est là où je parle de délation, il avait dénoncé auprès de la direction qu'elle faisait des cours d'astrologie 2 fois par mois. C'est là, et elle a eu des problèmes. Elle a presque eu une sanction en lui disant, mais attendez, vous êtes dans une secte. C'est là où je dis qu'on est dans des dérives. Si maintenant il y avait une constatation que, effectivement, on était des gens, je ne sais pas, négatifs avec preuve, là, effectivement, il faut dénoncer. Là, c'était parce que cette personne venait prendre des cours d'astrologie chez nous. Et c'est là où je parle de dérive. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, monsieur. Et merci à vous. Bonne soirée. À vous aussi.